que nous avons présenté aujourd'hui, la crise, mais est-ce à vous que je dois le dire, elle a un impact sociétal beaucoup plus fort sur l'équilibre de notre société, sur le respect du pacte républicain, déjà fragilisé avant même sa survenue. Et donc, on considère qu'investir dans la culture, notamment, il y a d'autres secteurs, mais investir dans la culture, c'est aussi investir, ça c'est de l'investissement immatériel, si vous me passez cette expression. Investir dans la culture, c'est aussi contribuer à ressouder notre pacte social. C'est ce que j'ai d'ailleurs expliqué à tous les acteurs à chaque fois que je les ai vus la semaine dernière et dans d'autres circonstances. Donc, voyez-vous, je revendique notre position, c'est-à-dire nous faisons beaucoup pour la culture à travers ce plan de relance. Voilà, chacun est libre d'apprécier, mais je suis libre de ma réponse. Nous faisons beaucoup pour ce plan de relance, pour la culture, dans ce plan de relance. Pas simplement, comme on le fait dans d'autres secteurs, pour favoriser l'emploi, pour éviter que même certaines entreprises disparaissent. Et vous savez qu'il y en a beaucoup de très fragiles, pas simplement pour favoriser les investissements. Oui, bien sûr, tout ça. Mais aussi parce que, justement, comme l'éducation, comme d'autres secteurs, la culture joue un rôle dans la cohésion sociale et nationale tout à fait particulier que nous devons valoriser au-delà même des aspects strictement économiques de ce plan. Nous essayons d'avoir de tout ça une vision globale. Clément. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Nous venons de suivre ensemble la conférence de presse de Jean Castex qui a donc présenté les détails de son plan de relance. Il était accompagné, le Premier ministre, de ses ministres du Travail, de l'Économie et de la Transition écologique. Alors bien sûr, on va revenir sur ces mesures concrètement avec nos invités qui sont sur ce plateau. Alors je vais commencer, honneur aux femmes, par vous, Anne-Sophie Alsif. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste. Bien sûr, Alix Bouillaguet, notre éditorialiste politique. Bonjour Alix. Merci d'être avec nous. Et puis nous avons évidemment à mes côtés Valorant Saint-Just. Bonjour, je rappelle que vous êtes trésorier du Rassemblement National et président du groupe RN d'Île-de-France. Et puis Pierre-Alexandre Anglade, merci d'être avec nous. Vous êtes député et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci à tous d'être avec moi sur ce plateau. Une première question, je m'adresse à l'économiste. Alors, qu'avez-vous pensé de ce plan ? Il est pour qui exactement ? Quels sont les principaux axes ? Il y en a 3, on va les rappeler. Donc, ce plan, je trouve, est assez complet parce que c'est vrai que ce n'est pas qu'un plan avec une vision assez court-termiste, c'est-à-dire aider les entreprises ou en tout cas la crise qu'on peut avoir au dernier trimestre, mais il y a la volonté d'aider à court terme, mais aussi de préparer l'avenir en transformant le système productif, en investissement, on l'a dit, dans le plan 2, dans l'écologie, et aussi un plan social qui sera aussi très important au niveau surtout des territoires et des entreprises et des petites entreprises qui structurent l'ensemble du territoire. Donc c'est 3 volets, le volet vraiment économique, compétitivité à plus court, moyen terme, le volet 35 milliards, le volet écologiste et le volet plus social, territorial. Je pense que les 3 volets sont assez bien répartis et montrent qu'il y a vraiment une volonté court terme et moyen terme. Pierre-Alexandre Anglade. Moi je crois que c'est un plan d'indépendance, de souveraineté, de reprise en main de l'avenir économique et industriel du pays, à un moment donné où on a pu voir que pendant la crise, on avait certaines faiblesses, on a vu certaines tensions, notamment dans les milieux de santé, et puis c'est un plan qui permet évidemment de préserver l'emploi, c'est la grande priorité, avec 7,5 milliards sur l'activité partielle, tout à fait. Et puis la priorité d'ailleurs, c'est l'emploi des jeunes. Bien sûr, 6,5 milliards dans l'emploi des jeunes pour faire en sorte que les 700 000 jeunes qui arrivent maintenant sur le marché du travail puissent s'insérer. Et puis c'est aussi un plan, j'ai envie de dire, plus qu'un plan de relance, un plan d'investissement dans l'avenir, vers des filières porteuses de croissance, d'emploi, qui feront l'économie de demain en France, l'intelligence artificielle, la transition écologique, l'hydrogène, les batteries, le calcul quantique, en fait, toutes les industries qui permettront de générer de l'emploi, de créer de la richesse dans ce pays dans les 10 prochaines années. Oui, et parce qu'en fait, Emmanuel Macron, elle avait rappelé, c'est pour aller se projeter jusqu'en 2030. Oui, c'est important de répondre à l'urgence. Ça a déjà été fait avec les 460 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie avec les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, le fonds de solidarité, tout ce qu'on a connu pendant la crise, qui est quand même un effort sans précédent et qui n'a pas d'équivalent ailleurs en Europe. Et puis en même temps, être capable de se projeter dans les années à venir, parce que nous sommes en train de vivre un moment de crise économique
économique et sociale intense, mais nous avons aussi vocation à en sortir dans les mois et les années à venir. Et donc ça se prépare maintenant. C'est maintenant que l'on doit faire les efforts pour la transition écologique, pour investir dans les filières d'avenir. Il y avait, je crois, un éditorialiste ou un journaliste qui disait « Ne gâchons pas cette crise ». Je crois que nous avons une grande opportunité ici de construire la France de demain dans les 2 années à venir. Laurent Saint-Just, est-ce que vous avez été convaincu, vous aussi, par le plan de Jean Castex ? Écoutez, nous avons subi une crise, c'est vrai, terrible, tant sanitaire que sociale que humaine aussi. Nous voudrions que le gouvernement en place réussisse à redresser notre pays. Mais le problème quand même, c'est un manque total de confiance. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Quand vous reprenez ce mot « ne gâchons pas cette crise », on voudrait bien, mais on n'a pas confiance en vous. Parce que il a donc, c'est ça moi qui m'a beaucoup frappé, il a donc fallu cette crise terrible, ces dizaines de morts, pour que vous preniez, je dis vous, vous êtes... Plus de 30 000 morts. Ouais, bon, que vous preniez conscience d'un certain nombre de problématiques. Alors aujourd'hui, vous semblez les avoir adoptées, mais nous, je pense que les Français n'ont pas confiance. J'en prends deux. Il y a des aides concrètes quand même. Oui, mais d'accord. Mais vous en pensez quoi justement? On a subi cette crise, le gouvernement présente ce plan de relance. Il y a quand même un volet qui vous a convaincu. L'emploi des jeunes, c'est 6,5 milliards d'euros. Enfin, écoutez... d'accord, prenons le ferroviaire, par exemple. Nous, personnellement, et au Rassemblement national, ça fait des années qu'on dit, mais le service public des transports en commun, le service public de la SNCF, vous l'avez détruit. Vous n'avez fait que cela. Vous fermiez une gare par jour il y a encore quelques mois. Et là, tout d'un coup, touché... Là, on le rappelle, il y a 11 milliards d'euros, justement, pour le fret ferroviaire, pour les transports. J'ai même lu, entre guillemets, vers les petites lignes. On va voir, mais nous n'avons pas confiance. Ça, vous pouvez vous en féliciter quand même de cet effort qui est fait pour les transports. Pour les transports, oui, je suis d'accord, mais pour le moment, ça reste des paroles, parce que il y a aussi toute la question du financement. Nous avons 2400 milliards de dettes. Je crois que, madame, si je dis des erreurs, vous me reprendrez. Et non seulement ça, c'est du capital. Mais tous les ans, l'État paye 40 milliards d'intérêts aux créanciers sur cette dette, c'est-à-dire la moitié de ce plan de relance. Personne ne nous a dit, M. Castex ne nous l'a pas dit aujourd'hui, comment est-ce qu'il a trouvé l'argent. J'ai compris qu'il y aurait cette année 20% de ces 100 milliards qui pourraient être décaissés et que les 80% restants seraient décaissés jusqu'en 2024 à l'aide de crédits budgétaires inscrits dans le budget chaque année. Mais où va être la l'Europe aussi. L'Europe, c'est 40 milliards en plus, normalement, de ces 100 milliards. Si j'ai bien compris, parce que vous nous demandez de réagir sur quelque chose quand même qui est un plan assez complet, et c'est même en même temps assez complexe. Personne ne nous dit comment ces 100 milliards vont être financés. Alors en tout cas, on va écouter Jean Castex. Je vous coupe juste une seconde. Il a rappelé, le Premier ministre, qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. On l'écoute. Bon. Je veux rappeler ici l'engagement que nous avons pris avec le président de la République. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Nous ne reproduirons pas l'erreur de procéder à des hausses de la fiscalité qui affaibliraient notre croissance et enverraient des signaux négatifs tant aux ménages qu'aux entreprises. Alors c'est vrai, pas de hausse d'impôts, mais on peut se poser la question, où va-t-on trouver d'ailleurs un dernier chiffre, le déficit de l'État annuel est de 70 milliards d'impôts. Il est considérable, il n'a jamais été aussi élevé. Le montant de la dette et le montant du déficit n'ont jamais été aussi élevés. Monsieur Macron, et comment va-t-on trouver cet argent-là? C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. C'est un peu la baguette magique du... Alors c'est pas, déjà la situation de la France n'est pas seule. Tous les pays de l'OCDE ont mis en œuvre des plans, y compris l'Allemagne qui a mis un plan de 130 milliards d'euros. L'Allemagne a des réserves considérable. L'Italie, tous les pays, même des excédents budgétaires formidables, madame. Alors, ils avaient des excédents budgétaires, mais l'année dernière, il y a une guerre commerciale qui ne vous a pas échappé. Ces excédents budgétaires ont vraiment diminué. Et d'ailleurs, si on n'avait pas eu la crise, les perspectives de croissance étaient meilleures en France qu'en Allemagne. Si on n'avait pas eu la crise, parce qu'ils ont ce problème avec la guerre commerciale. Donc, il faut aussi remettre dans son contexte au niveau européen et mondial, de voir ce que les différents pays font. Les États-Unis aussi mettent en place un plan de relance colossal, bien plus important que le nôtre, et empruntent aussi sur les marchés financiers. L'avantage que l'on
a eu depuis le début de cette crise, c'est que les banques centrales, au niveau mondial, ont beaucoup travaillé ensemble et se sont coordonnées pour justement assurer qu'il y ait suffisamment de liquidité pour qu'on ne se trouve pas dans une crise comme en 2008 où il y ait justement plus de liquidité et pas de solvabilité. Oui, c'est la planche à billets et la bonne nouvelle, d'ailleurs, et justement le président de la Fed l'a d'ailleurs déclaré la semaine dernière avec Jackson Hole, c'est que la cible d'inflation, on fait cette planche à billets depuis plus de 10 ans et ça ne crée pas d'inflation. Parce que c'est souvent le risque, en effet, vous créez beaucoup de monnaie et donc vous pouvez avoir des poussées inflationnistes très importantes. Nous ne l'avons pas et donc c'est plutôt une bonne nouvelle à court, moyen terme. Donc ça permet de soutenir ces plans et c'est pour ça que la France fait ce plan de relance financé par la dette, comme tous les autres pays européens et comme tous les autres pays de l'OCDE. Et l'autre aspect, c'est le coût. C'est qu'en effet, vous ne faites pas de plan. Quel est le coût pour les finances publiques ? Vous ne faites pas ce plan pour maintenir l'emploi, pour financer l'assurance chômage ou pour financer toutes les faillites d'entreprises, parce qu'on est dans cet état-là. Donc, quand vous regardez, il faut peut-être mieux faire de la relance budgétaire et emprunter pour investir, plutôt que de laisser toute l'économie s'effondrer. Alix Bouillaguet, je voulais aussi qu'on revienne sur les créations de postes. Normalement, le Premier ministre l'a rappelé, 160 000 emplois l'an prochain. C'est un engagement pour 2021. La France doit créer 160 000 emplois. Et il sait très bien quand il dit ça, il sera jugé là-dessus. Donc l'année prochaine, ce sera l'heure des comptes. C'est un objectif qui vous paraît réalisable, Anne-Sophie Elsif ? Alors tout dépendra en effet de la relance et quel niveau de récession on aura cette année. Vu ce qui a été annoncé, c'est possible. Malheureusement, il y aura énormément de destruction d'emplois cette année. On parle de 800 000 emplois. Et s'il y a en effet beaucoup de faillites à la fin de l'année, malheureusement, c'est vrai que ce chiffre est assez ambitieux. Alors en tout cas, le Premier ministre a insisté sur les jeunes. On le rappelle, 6,5 milliards, c'est l'enveloppe qu'il leur est consacrée. Oui, c'est ça, c'est quand même l'objectif premier, c'est cet emploi. Il y a 8 millions de jeunes qui vont arriver, pas 8 millions, je me souviens plus du chiffre, aidez-moi. 700 000, c'est ça, 8 millions, c'est le nombre de gens qui ont été placés en chômage partiel. 700 000 jeunes qui vont arriver effectivement sur le terrain de... Qui sortent des écoles, là, et qui vont arriver sur le marché du travail. Voilà, et pour qui ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est vrai qu'il a mis en place tout un système en disant il sera très facile d'embaucher un jeune. C'est ça, il y aura très peu coûteux. Il y aura une prime de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Après, c'est vrai que le discours global du Premier ministre, on parlait tout à l'heure de la confiance, il repose uniquement là-dessus. Et d'ailleurs, il en a appelé à la responsabilité de chacun, en disant à la fois à tous les acteurs de ce plan, les entreprises, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, et puis aussi les ménages, parce que les ménages, ils ont beaucoup épargné pendant la crise. Et maintenant, il faut... on arrive à sans dépenses, ça repartira pas. Donc c'est vrai que ce plan repose sur un état d'esprit. Alors justement, en même temps, il y a eu des annonces qui ont été faites sur la transition écologique pour justement pousser les ménages à faire des travaux dans leur appartement, dans leur maison. On va écouter justement le sonneur de Jean Castex qui donc a dit qu'il y aurait une enveloppe de 30 milliards d'euros pour la transition écologique. On écoute le Premier ministre. France Relance est d'abord un plan destiné à servir le climat et la biodiversité. Il consacre 30 milliards à cette transition, ce qui revient à plus que doubler, mesdames et messieurs, dans les 2 prochaines années, les investissements que l'État consacre habituellement à l'environnement, alors même qu'ils étaient déjà en forte progression. Alors sur ces 30 milliards, 7 milliards d'euros pour la rénovation des logements passoires thermiques. Vous savez, ce sont ces logements qui sont très mal isolés. C'est une bonne nouvelle ? Ah oui, c'est une bonne nouvelle. C'est un investissement qui est extrêmement considérable et qui va permettre de refaire le parc de logements dans notre pays, que ce soit les bâtiments publics, mais aussi le privé. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens, notamment, qui sont dans les milieux les plus modestes, les plus précaires, qui vivent parfois dans des passoires thermiques. Et donc ça, c'est un geste extrêmement concret qui va venir en soutien de l'ensemble des Français, mais aussi des Françaises et des Français qui sont les plus modestes. Et donc c'est une façon aussi de recréer de l'emploi, de recréer de l'investissement, de faire un boom d'activité dans un secteur qui est porteur et qui va être bon pour l'emploi et qui sera bon pour l'environnement. Et c'est là la philosophie au fond de ce plan de relance. C'est-à-dire que dans tout le plan de relance, vous avez en fil rouge la transition écologique, le changement de modèle, de paradigme économique et industriel qui est absolument fondamental. On voit qu'on est dans un temps de bascule. Il y avait des doutes déjà avant cette crise qui entourait notre économie, la façon dont on devait financer, accompagner la transition écologique. Cette crise, c'est une opportunité pour aller plus vite, aller plus fort sur les transports, sur les passoires énergétiques, sur l'alimentation.
l'agriculture dans notre pays qui doit aussi encore se transformer. Et donc 7 milliards, c'est absolument conséquent. C'est 30 milliards en tout qui seront consacrés à la transition écologique. Ça n'a pas de précédent. C'est un choc vert. C'est un choc vert économique que l'on va vivre en France et qui n'a très peu d'équivalent ailleurs en Europe. Cette évolution vers justement la transition écologique, vous en pensez quoi, Valentin? Ah oui, nous pensions d'ailleurs, mais enfin bon, c'est un peu compliqué, nous pensions que la planche à billets de la Banque Centrale Européenne aurait dû, de façon, par obligation, marcher beaucoup plus et que l'argent soit dirigé vers des investissements, vers des sociétés qui investissent dans la transition écologique et dans des grands travaux de transition écologique. Bon, et ça, c'est il y a une lacune, je trouve, dans ce plan. C'est tout ce qui concerne les PME et les TPE. Le Premier ministre en a parlé, c'est certain. Mais je pense qu'il devrait prévoir, il pourrait peut-être encore le faire. Là aussi, je crois que c'est 15 milliards des mesures consacrées. Des mesures c'est pas rien. Beaucoup plus incitatives, mais je pense que vous nous donnerez votre avis, mesures beaucoup plus incitatives au profit de l'épargne des Français pour que cette épargne aille vers les fonds propres des TPE et des PME. Je pense que il en a parlé d'ailleurs, c'est Monsieur le Maire qui en a parlé tout à l'heure. Il a eu un peu une énormité en disant on reconstitue les fonds propres avec les prêts qu'on leur fait. On reconstitue pas les fonds propres avec des prêts. On reconstitue des fonds propres en dirigeant par exemple l'énorme masse de l'épargne des Français vers les TPE, les PME avec des incitations notamment fiscales particulières. Nous, c'est ce que nous aurions proposé. Il y a quand même une mesure très concrète à ce sujet, c'est les impôts de production qui vont baisser de 10 milliards d'euros, je crois, en 2021 et en 2022. Pour les très grosses plutôt pour les très grosses structures. Oui, bon là, vous parliez vous-même des petites et moyennes entreprises, donc c'est un geste fort. Les très grandes entreprises. Je trouve que là, il y a une lacune importante. Juste pour réagir par rapport à ça, donc déjà, la Banque Centrale Européenne, c'est une banque centrale, donc elle ne finance pas directement des investissements verts. Au niveau européen, c'est la Banque Européenne d'Investissement qui, en effet, octroie des prêts. Et dans le nouveau Green Deal qui a été mis en œuvre par la Commission actuelle, eh bien, on voit que cette fameuse BEI a pour objectif de massivement orienter ses prêts et ses aides vers tous les projets verts. Donc, c'est la Banque Européenne d'Investissement qui fait ça et pas la Banque Centrale Européenne qui n'a pas la même fonction. Non, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'est pas le rôle de la Banque centrale de faire ça. Juste pour emprunte auprès de la Banque centrale qui a fait réagir la par rapport à ça. Et l'autre, par rapport à ce que vous disiez sur en effet les investissements et la transition, ça c'est en effet vraiment un objectif et on peut en effet saluer qui est ce Green Deal parce que ce que l'on voit aussi, c'est que l'économie verte crée beaucoup d'emplois et aussi a de forts rendements en termes de productivité. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est assez intéressant. On voit que depuis 10 ans, on a une sorte de lissage au niveau des gains de productivité dans les pays développés. Pourquoi ? Parce qu'on a assisté à ce qu'on appelle la numérisation de l'économie, comme vous savez, avec les GAFA et le développement de la numérisation. Et donc on a des gains de productivité qui sont assez ralentis, ils sont assez faibles, et donc ça a un fort impact sur la croissance potentielle des États qui est aussi beaucoup plus basse. Donc on voit que c'est un secteur, un domaine où il y a beaucoup de nouvelles filières qui émergent. On a parlé de l'hydrogène, mais aussi d'autres secteurs stratégiques. Et donc, ils sont beaucoup plus créatrices de valeur ajoutée et donc d'emplois. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je me tourne vers vous, Alix, pour vraiment conclure ce débat. On le rappelle, l'objectif, c'est l'emploi des jeunes, notamment, et c'est 160 000 créations d'emplois d'ici à 2021. Oui, c'est ça. Après, pour m'inscrire un tout petit peu dans ce débat, relancer la croissance par l'investissement en ciblant l'économie verte, le numérique, l'éducation, la recherche, c'est vrai que ça a aussi déjà été fait. Il y a eu un programme d'investissement d'avenir. Nicolas Sarkozy en a fait un en 2010, François Hollande en a fait 2, je crois. Et qu'il y a à chaque fois quelques écueils, notamment la lenteur, les budgets, la mise en place, les budgets qui finalement filent qui retourne dans l'escarcelle des ministères. Donc, je crois que ça sera ça l'écueil principal de ce plan. C'est une mise en place rapide et puis que les budgets puissent aussi, être pérennisés sur des projets